Masechet Baba Batra, Daf Mem Zain, on va commencer par le premier mot de la première ligne. Kablan, Amrela Me'id, ve Amrela Eno Me'id. Nous avions appris une halakha concernant les lois du témoignage. Un témoin, pour qu'il soit crédible, il ne faut pas qu'il soit intéressé. Un témoin qui a un profit quelconque dans ce témoignage, alors il est automatiquement disqualifié. Pourquoi ? On ne peut pas être témoin et partie. Nous avions vu que malgré tout, il est possible qu'un Arev soit témoin valide. De quoi s'agit-il ? On parle de deux personnes qui ont un conflit par rapport à un terrain. Réhouven et Shimon. Réhouven occupait un terrain pendant 1 an, 2 ans. Voilà que Shimon arrive, dit à Réhouven, « Ce terrain m'appartient, qu'est-ce que tu fais là ?» Réhouven répond, « Tu me l'as vendu. » Alors, où est le shtar ? Je l'ai perdu. Tu as 3 ans de Hazaka ? Non. Il n'y a que 2 ans ou 1 an qu'il est là. Donc il n'a pas de Hazaka et il n'a pas de shtar. Le Beddin va virer Réhouven pour laisser la place à Shimon. Puisque Shimon était le propriétaire notoire de ce makom, de cet appartement ou ce champ, Réhouven n'a ni de titre de propriété ni de Hazaka, il est viré immédiatement. Sauf si Réhouven arrive à trouver 2 témoins qui ont vu la vente. Si 2 témoins étaient là au moment où Shimon a vendu ce terrain à Réhouven, alors même s'il n'a pas de shtar écrit, même s'il n'a pas 3 ans de Hazaka, quoi de mieux que 2 témoins ? Alpi shenaim aidim yakum davar. Ok, la question était, et ça on l'avait déjà étudié, quel est le din si jamais Réhouven a réussi à trouver 2 témoins, dont l'un des 2, c'était son Arev, son garant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y avait encore un autre dossier. Réhouven avait emprunté de l'argent à David. David lui avait dit, tu veux que je te prête de l'argent ? Va chercher un garant. Il a réussi à trouver un homme sympa. Il se nomme Lévi. Lévi vient voir David, lui dit, prête s'il te plaît de l'argent à Réhouven. Ou bien même pas. Réhouven dit à David, regarde, Lévi, est-ce que tu te portes garant pour ce prêt ? Lévi répond oui. Ça veut dire en d'autres termes, Mr. David, si jamais Réhouven ne te rembourse pas, parce qu'il n'est pas solvable, il a fait faillite, c'est moi qui rembourserai. Ça, c'est un garant classique. Maintenant, dans ce cas, écoutez bien, question qui se pose. Quel est le din si jamais, dans ce conflit entre Réhouven et Shimon, à propos du bien immobilier que Réhouven prétend avoir acheté de Shimon, alors on a 2 témoins, c'est qui ? Lévi et Yehuda. La question est de savoir, est-ce que Lévi est apte à témoigner en faveur de Réhouven ? Est-ce que oui ou non ? Dans la Baraïta, il est écrit oui, mais en réalité, s'il n'avait qu'un seul terrain, c'est non. La Baraïta qui a dit oui, c'est dans le cas où Réhouven avait 2 terrains. Et on s'explique. J'ai dit une parole énigmatique. Normalement, le Harev, Lévi le garant, il a un intérêt, donc il n'est pas crédible. Quel est son intérêt ? Son intérêt, c'est que Réhouven puisse être propriétaire de terrain. Car si jamais il n'a plus d'argent cash, liquide, pour rembourser le prêt à David, au moins David va pouvoir saisir le terrain. Mais si Réhouven n'a pas de terrain, parce que Shimon le lui a pris, parce que Shimon a dit que c'est un voleur de terrain, et il a réussi à l'extrader d'ici, alors automatiquement David le créancier, quand il va venir demander à Réhouven, rembourse-moi, lui dit, je n'ai pas d'argent. Où est le terrain ? Il appartenait à Shimon, pas à lui. Il s'avère donc, comme Skin, il n'a plus rien.
Alors qu'est-ce qu'il va faire? Naturellement, Réhouven va aller voir qui? Le garant, c'est qui? Lévi. Donc Lévi va devoir payer à la place de Réhouven pour le remboursement du prêt. Lévi, il dit, mais ça ne va pas, non? Moi, j'ai voulu rendre service à Réhouven, maintenant je perds mon argent, c'est moi qui paye le prêt. Alors, Lévi dit, je vais mentir. Il y a Yehuda qui veut témoigner en faveur de Réhouven. Moi, je vais aller avec Yehuda. Et je vais témoigner avec Yehuda qu'on a vu Shimon vendre ce terrain à Réhouven. Ah! Et quel est le profit de Réhouven, de Lévi? Eh bien, c'est comme ça, il va économiser le remboursement du prêt. C'est pas lui qui va payer. Puisque David va pouvoir saisir le terrain de Réhouven, ça y est, il est remboursé. Mais si Réhouven n'a pas de terrain parce que Shimon a eu gain de cause au Beth-Din, alors c'est Lévi qui va devoir payer. Lévi n'a pas envie de payer. Alors il est intéressé à témoigner que Réhouven est propriétaire du terrain que Shimon lui a vendu, soi-disant, pour se débarrasser du prêt, pour se débarrasser de David. Alors, on ne peut pas être témoin et partie. On ne peut pas témoigner lorsqu'on a un intérêt. Donc il est disqualifié. Comment ça se fait que la Braïta ait dit que oui, il est qualifié? La Braïta parle d'un cas où Réhouven avait 2 terrains. Puisque Réhouven avait 2 terrains, alors il n'a aucun intérêt que Shimon gagne ou que Réhouven gagne par rapport à ce terrain. Quel est son intérêt dans ce conflit? Aucun. Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, il a un intérêt pour le remboursement du prêt, mais non, il y a un 2e terrain. Si Réhouven n'est pas solvable, comment il s'appelle? David va pouvoir saisir le 2e terrain. Donc, il n'a aucun intérêt par rapport au 1er terrain. Puisqu'il n'a aucun intérêt, alors il est crédible, il peut témoigner. Lévi et Yehuda sont 2 témoins valides. Ça, on l'avait déjà vu. On avait vu aussi le din d'un malvé. On avait vu aussi le din d'un lokeya. Pour ceux qui se rappellent, le mnémotechnique à Amalek. Arev, malvé, lokeya rishon, et kouf, c'est kablan. Maintenant, nous arrivons au din de Kablan, car les 3 premiers, on avait déjà appris. Kablan, c'est quoi un Kablan? C'est un Arev Kablan. C'est un garant, mais qui s'appelle Kablan. Le mot Kablan, on aurait pu dire, parce qu'il aimait Kabel sur lui, un engagement de remboursement. Mais c'est faux, car tout Arev, il aimait Kabel sur lui un engagement de remboursement en cas de non-solvabilité de l'emprunteur. Alors pourquoi ça s'appelle Kablan? Rashbam nous explique pourquoi il s'appelle Kablan, qui veut dire Mekabel. En fait, ici, c'est un garant qui est Kablan. Le garant lui-même a été voir le créancier et il lui a dit, s'il te plaît, prête de l'argent. Qui? On va les appeler. Lévi, le garant Kablan, a dit à David, le créancier, prête de l'argent à Réhouven. Donne-moi cet argent. Qu'est-ce que fait Lévi? Il prend l'argent de David et il donne à qui? À Réhouven. Maintenant, quelle est la différence, les amis, entre un Arev classique et un Kablan? Allez, dites-moi. Là, il va directement chez le celui qui a besoin du prêt, il va chez le prêteur. Bravo. La différence entre un garant classique et un garant Kablan, c'est que le créancier n'a pas le droit d'aller voir un garant classique avant d'avoir été voir l'emprunteur. D'abord, il va voir l'emprunteur. S'il n'est pas solvable, il se tourne vers le garant. Mais pour un Kablan, mais un Arev qui est Kablan, c'est différent. C'est comme s'il avait devant lui 2 emprunteurs, Réhouven et Lévi. Il peut se tourner vers Lévi directement, sans même aller voir l'emprunteur. Il peut aller voir le garant. Il dit, dis-moi, à qui j'ai donné l'argent pour Réhouven? C'est à toi. Toi, parce que si toi tu n'étais pas venu t'engager et me demander de te donner l'argent pour lui, jamais je ne lui aurais prêté.
À lui, je ne lui fais pas confiance à Réhouven. Je t'ai fait confiance à toi, Lévi. Et je t'ai donné l'argent à toi que tu lui donnes pour le prêt. Dans ce cas, le créancier David peut se tourner directement vers Lévi pour lui réclamer le remboursement du prêt, comme il peut aller voir Réhouven. Donc ça, c'est seulement pour le Kablan. Mais pour un Harev classique, il n'a pas le droit d'aller voir le garant tant qu'il n'a pas été voir l'emprunteur. Si l'emprunteur n'a pas de quoi rembourser, c'est là qu'il a le droit d'aller saisir le garant. Alors la question maintenant se pose, quel est le din dans la même configuration? Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven occupait un appartement. Ça faisait 1 an ou 2 ans. Shimon est venu lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, tu me l'as vendu. Montre-moi le shtar, je l'ai perdu. Alors, puisqu'il n'a pas de shtar et il n'a pas de chazaka, qu'est-ce qu'on a dit? Le Beddin vont le virer. Réhouven était hacham. Il a dit, Beddin, ne me virez pas. J'ai 2 témoins que Shimon me l'a vendu. C'est qui les 2 témoins? Lévi et Yehuda. Mais qu'est-ce qu'il est, Lévi? Il est Harev Kablan. D'accord? C'est un garant number one. D'accord? Un garant Kablan. Est-ce qu'il est apte à témoigner en faveur de Réhouven? Oui ou non? Non, s'il a un seul terrain, c'est sûr que non. S'il a un seul terrain, c'est sûr que non. Pourquoi? Parce que même un Harev classique ne peut pas témoigner. À plus forte raison, un Harev Kablan qui ne peut pas témoigner. Si l'emprunteur Réhouven n'avait qu'un seul terrain. Pourquoi? Pourquoi il est disqualifié? Allez, expliquez-moi, on va voir. Pourquoi il est disqualifié? Parce qu'il a un intérêt. Quel est son intérêt? C'est que si jamais Réhouven se fait saisir le terrain par Shimon, alors automatiquement David, si jamais Réhouven n'a pas d'argent liquide, il n'a pas de terrain non plus, il va se tourner vers Lévi. Donc automatiquement, Lévi a un intérêt à témoigner comme quoi le terrain appartient à Réhouven. S'il y a un seul terrain, c'est sûr qu'il est invalide. Pourquoi il n'est pas crédible? Parce qu'il a un intérêt. On ne peut pas être témoin et partie. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on avait dit, Rabotaï? C'était quoi le chidouche? S'il a 2 terrains. Dans quel cas Lévi est apte à témoigner avec Yehuda en faveur de Réhouven, comme quoi il est propriétaire du terrain qui appartenait autrefois à Shimon et que Shimon le lui a bien vendu? Alors, dans quel cas, oui, il est Ne'eman, il est crédible, c'est si Réhouven avait 2 terrains. Parce que il n'a aucun intérêt, par rapport au 2e terrain, puisque de toutes les façons, il a encore un terrain. Alors il est apte. Jusqu'ici, tout va bien? Alors maintenant, calmez-vous maintenant 2 minutes. Allez, respirez. Un coup. Parce que là, vous êtes super énergique, là. Allez, attendez 1 seconde. Maintenant, la question se pose. Est-ce que Harev Kablan, c'est différent de Harev classique? Alors, on a une mahloket dans la Gemara. Selon une opinion, il n'y a aucune différence. Harev classique ou Harev Kablan, c'est pareil. Pourquoi? Car si il a 2 terrains Réhouven, s'il a 2 terrains, quel est son intérêt? Kablan pareil. Ça, c'est une opinion. Deuxième version dans la Gemara, que ce n'est pas pareil. Pourquoi? Écoutez bien. On va essayer de décrire tel que Rashbam décrit. C'est très beau. Imaginez-vous que Réhouven, l'emprunteur, avait 2 terrains. Certes. Et le Harev, lui, il avait aussi, le Harev Kablan, lui aussi avait un terrain. Imaginez-vous que les 2 terrains de Réhouven, c'est des terrains de très mauvaise qualité. Et le terrain du Kablan, c'est un terrain de bonne qualité. On préfère se retourner contre le Kablan pour récupérer.
puisque le Kablan a un terrain de bonne qualité, qu'est-ce qu'il est capable de faire, Mr. David, le créancier, au lieu d'aller saisir Réhouven, il va aller saisir Lévi, le garant. Pourquoi? Car le garant a un terrain de meilleure qualité que les deux terrains de Réhouven. Il dit, mais pourquoi je vais aller prendre un terrain de mauvaise qualité alors que je peux avoir un terrain de bonne qualité? Dans ce cas-là, il est automatiquement intéressé. Quel est l'intérêt du Kablan? C'est que Shimon, excusez-moi, pardon, excusez-moi, j'ai mal, je reprends. J'avais dit que Réhouven avait deux terrains de mauvaise qualité. Pardon, faux. Il avait un terrain de bonne qualité et un terrain de mauvaise qualité. Mais le terrain de bonne qualité, c'était le terrain du conflit entre Réhouven et Shimon. Si Shimon a gain de cause et il arrive à virer Réhouven, il lui reprend son terrain qui est de bonne qualité. Donc qu'est-ce qui va rester entre les mains de Réhouven? Un terrain de mauvaise qualité. Alors que chez Lévi, il y a un terrain de bonne qualité. Alors qu'est-ce qu'il dit, comment il s'appelle, Mr. Lévi? J'ai tout intérêt à ce que Réhouven gagne le jugement. Comme ça, il aura deux terrains, un bon et un mauvais. Ok, il a un mauvais, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Mais le bon, c'est celui-ci que Shimon risque de lui prendre. Et si Shimon lui prend le bon terrain, alors, qu'est-ce qui va lui rester à Réhouven? Que le mauvais. Quand David va venir, il va voir Réhouven a un terrain mauvais. Lévi a un bon terrain. Alors, naturellement, il va se tourner vers qui? Vers Lévi, car il a le droit d'aller voir Lévi directement et il va lui prendre le bon terrain. C'est pour cela que, qu'est-ce que dit Mr. Lévi? J'ai tout intérêt à témoigner en faveur de Réhouven pour qu'il puisse gagner le jugement. Il restera l'occupant propriétaire du bon terrain. Comme ça, David, quand il viendra saisir un terrain, il ne va pas aller voir Lévi. Il va aller certainement voir Réhouven. Pourquoi? Pourtant, il a le droit d'aller voir Lévi en direct. Mais la nature est bien faite. C'est que les gens, Hazak, de manière intuitive, le bonhomme ne va pas aller voir le garant directement. Ce n'est pas l'habitude et la coutume des gens. Naturellement, les gens vont voir d'abord l'emprunteur, il lui réclame. S'il dit « je n'ai pas », là on va voir le garant. Alors c'est pour ça que le garant dit « je préfère que Réhouven ait deux terrains ». Pas seulement le mauvais, pour lequel il n'y a aucun débat, même le bon terrain, je veux qu'il le garde, parce que j'ai toutes les chances de garder le mien. Parce que sinon, si il n'a pas de bon terrain, il n'a qu'un seul mauvais terrain, naturellement, le créancier va venir me voir. J'ai peur. Je préfère que Réhouven ait deux terrains. Pas seulement le mauvais, même le bon. Comme ça, il aura tendance à aller le voir en premier lieu et lui saisir ce terrain plutôt que de venir vers moi. C'est pour cela qu'il y a une deuxième opinion qui dit il n'est pas crédible, il est invalide, il est disqualifié en tant que témoin. Ça, c'est la deuxième version. Maintenant, je voudrais que vous m'expliquiez la première version. Pourquoi, selon la première version, il est cachère? Même si, comme on a dit dans cette configuration, lui, il a un bon terrain, Lévi. Et Réhouven a deux terrains, un bon et un mauvais. Mais le bon fait l'objet de conflit, fait l'objet du litige entre Réhouven et Shimon. Pourquoi, d'après la première version, il est apte à témoigner? Sauf kol sauf, il a un intérêt, car si Shimon va prendre le bon terrain à Réhouven, Réhouven il va rester avec un mauvais terrain, alors David, il va aller voir Lévi pour lui prendre le bon terrain. Pourquoi il est cachère malgré tout? Non,
Restez dans la configuration, restez dans le contexte. Ouais. Alors, c'est parce que la première version considère que naturellement, un créancier ne va pas aller voir le garant alors qu'il a prêté d'argent à un emprunteur. C'est-à-dire que la nature est bien faite. Les gens agissent logiquement. Même si Lévi a un bon terrain et Réhouven a un mauvais terrain, David ne va pas aller voir Lévi en premier lieu. Même si la halakha lui donne le droit d'aller voir Lévi en premier lieu, mais naturellement, sa tendance sera d'aller réclamer le remboursement à Réhouven l'emprunteur, et ce n'est que si Réhouven n'est pas solvable qu'il va aller voir le garant. Et ce, même dans un cas de Harev Kablan. C'est pour ça qu'Agmar avait dit que Kablan, c'est comme Harev, il est cachère. Mais selon la deuxième version, pas du tout. Si Réhouven n'a pas un bon terrain, et Lévi a un bon terrain, eh ben, il va se tourner directement vers Lévi pour prendre le bon terrain. Je récapitule en d'autres termes. La mahloket entre les deux opinions, les deux versions, c'est de savoir quelle est la tendance d'un être humain. Est-ce que sa tendance, c'est de toujours aller voir d'abord l'emprunteur, même s'il a le droit d'aller voir le kablan en premier lieu, il a le droit, mais sa tendance naturelle, c'est d'aller voir l'emprunteur, parce que c'est lui qui lui doit cet argent dans l'absolu, c'est à lui qu'il a prêté. Alors, même s'il a un mauvais terrain et que le kablan a un bon terrain, malgré tout, la tendance humaine est d'aller voir d'abord l'emprunteur. Et puisqu'il a un terrain, même s'il est mauvais, avec ça, il va pouvoir rembourser. Donc, le Lévi, le garant, le kablan, il n'a aucun intérêt à mentir. Donc il est crédible, donc il est valide. Il est mauvais le terrain, le terrain est mauvais, mais il va se retourner vers le câble. Non, ça, selon la première opinion, non. Selon la première opinion, la tendance humaine, elle est que dans tous les cas de figure, l'être humain, il va aller voir d'abord celui qui lui doit de l'argent. Même si il a un mauvais terrain et que le kablan a un bon terrain, naturellement, il ne va pas aller voir le kablan en premier lieu. Comment ? Le résultat, Sophie, oui, c'est qu'il ne va pas prendre le mauvais terrain. Non, il va prendre le mauvais terrain. Alors pourquoi on se pose des questions ? C'est justement pour ça qu'il est cachère. Étant donné que Lévi, il sait que le créancier va aller voir l'emprunteur, il ne va pas venir le voir en premier lieu. Et chez l'emprunteur, il y a un terrain, bien que de mauvaise qualité, alors que lui, il a de bonne qualité, mais il sait très bien qu'il ne va pas venir le voir, puisqu'il y a un terrain chez Réhouven, eh bien, il va aller lui demander son terrain, peu importe la qualité. Alors ça change quoi dans le deuxième cas ? Pareil. C'est pas le deuxième cas, deuxième opinion, qui est diamétralement opposée, qui dit que la nature humaine, écoutez ça. La nature humaine, c'est qu'un homme recherche ses intérêts. Et le créancier, étant donné qu'il veut un bon terrain, alors il va dire, attends, lui, Réhouven, l'emprunteur, son terrain est mauvais. Alors que le kablan, il a un bon terrain. Pourquoi je vais aller voir l'emprunteur ? Je vais aller voir le kablan et je vais lui saisir le bon terrain, puisque c'est mon droit. Donc la mahloket, elle est de savoir quelle est la nature humaine. Est-ce que, dans tous les cas de figure, le créancier va voir l'emprunteur en premier lieu, et ce n'est que dans le cas où il n'est pas solvable qu'il va aller voir le kablan, ou bien, non, un homme, un créancier, il se focalise sur ses intérêts, et c'est en fonction des intérêts qu'il décide vers qui se tourner, vers l'emprunteur ou vers le kablan. Si l'emprunteur a un bon terrain, oui, lui, il ne va pas aller voir le kablan. Mais s'il a un mauvais terrain, alors il aura tendance à aller vers le kablan. Donc la mahloket entre les deux opinions, c'est cela. C'est de savoir quelle est la tendance naturelle d'un homme. Et ça a un impact automatiquement sur la qualification au témoignage. Est-ce qu'il est qualifié ou disqualifié ? Ça dépend justement de cette question, de ce débat.
Et maintenant, la Gemara va nous donner un enseignement de Rabbi Yochanan qui est en rapport avec ce qu'on avait appris dans la Mishnah. Vous vous souvenez, on avait dit que, bien qu'en général, la Hazaka donne un pouvoir de propriété, mais il y a des exceptions. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de Hazaka. Par exemple, un haris, un métayer qui était qui exploitait le champ agricole pendant 3 ans, eh bien, il n'a pas de Hazaka. Il ne peut pas prétendre que le Baal Habayit, le propriétaire, lui a vendu ce terrain. Et la preuve, c'est qu'il est là pendant 3 ans. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que le propriétaire t'a laissé ici parce qu'il t'a embauché, justement pour travailler. Donc, haris en lo Hazaka. Primo. Hein ? On est d'accord ? On a vu aussi que Ouman en lo Hazaka. C'est quoi Ouman en lo Hazaka ? Un artisan. Exemple, quelqu'un qui répare les montres. D'accord ? Je lui ai donné une Rolex à réparer. Après ça, qu'est-ce qu'il dit ? La Rolex, elle m'appartient. Eh oh, mais je t'ai donné à réparer. Et nous avons en général une règle selon laquelle Hazaka kolma shetachat yado shel adam shelo, on présume que tout ce qui se trouve dans les mains d'une personne, c'est à elle. Exemple, moi j'avais une Rolex, et maintenant elle est chez toi. Si je te dis, qu'est-ce qu'elle fait ma montre chez toi ? Tu me dis, tu me l'as vendue. Et moi je te dis, mais je ne l'ai jamais vendue, tu me l'as volée. À qui on donne raison ? À qui on donne raison ? À celui qui a la montre dans son bras. Et on dit que c'est vrai qu'il lui a vendu. Pourquoi ? Chazaka, kolma shetachat yado shel adam shelo. Mais si c'est un horloger, puisque c'est un artisan qui répare les montres, alors il n'a pas cette Chazaka. Pourquoi ? Parce qu'on dit, pourquoi il lui a remise ? Il lui a remise pour la réparer, comme tout le monde. Donc il ne peut pas prétendre qu'il a acheté. Il faut qu'il amène une preuve qu'il a acheté. Il faut 2 témoins qui témoignent, ou un shtar, ou 2 témoins, comme quoi il a acheté cette montre. Sinon, un Ouman en lo Chazaka. On est d'accord ? Gazlan en lo Chazaka. Un voleur, Nachon, n'a pas de Chazaka. Maintenant, nous allons apprendre une halakha de Rabbi Yochanan qui est vraiment énigmatique. Amar Rabbi Yochanan, Ouman en lo Chazaka. Ben Ouman yesh lo Chazaka. L'artisan n'a pas de Chazaka. Même s'il a la Rolex, ça ne veut pas dire que je lui ai vendu. Je lui ai donné à réparer. Donc, il ne peut pas prétendre qu'il l'a acheté s'il n'a pas de témoin. Mais le fils du Ouman, qui n'est pas horloger, d'accord ? Les enfants n'ont pas toujours le même métier que le père. Est-ce que le fils a une Chazaka ? Si par exemple, le fils d'un horloger, il a la Rolex, et Réhouven et Shimon, le fils de l'horloger, ont un conflit. Qu'est-ce qu'il lui dit, Shimon ? Mais tu me l'as vendu. Réhouven lui dit, tu me l'as volé. À qui on donne raison ? À Shimon, même si le père de Shimon, c'est un horloger. Et on ne dit pas que Réhouven a donné à Shimon parce que son père, c'est un horloger. Non. Le père n'a pas de Chazaka, mais le fils, il a une Chazaka. Puisque le fils n'est pas horloger, il n'y a aucun problème. Pareillement, Haris, en lo Chazaka. Ben Haris, yesh lo Chazaka. Le métayer n'a pas de Chazaka, mais le fils d'un métayer qui n'est pas métayer, il a une Chazaka. Ok, jusqu'ici, il n'y a rien de chidouchik. Là où il y a du chidouche, c'est la suite. Gazlan ou Ben Gazlan, en lahem Chazaka. Ben Beno shel Gazlan, yesh lo Chazaka. Alors là, c'est l'énigme. Le voleur n'a pas de Chazaka. Le fils du voleur, non plus. Mais le petit-fils du voleur, il a une Chazaka. Alors maintenant, on va commencer à étudier, analyser cet enseignement qui est vraiment opaque. Alors gardez la patience. La Gemara analyse Echidami. De quoi parle-t-on ? Dans quel cas ? De quel cas il s'agit ? I atu beta'anata de avuon afilu anach namelo. I de lo atu beta'anata de avuon afilu ben gazlan nami. De 2 choses l'une. Soit ces enfants
de Ben Haris ou Ben Ouman, pour lesquels tu as dit, même si le père n'a pas de chazaka, mais les fils, ils ont une chazaka. C'est-à-dire, si le conflit c'était entre le fils d'un Ouman ou le fils d'un Haris et un ex-propriétaire, eh bien, ils auront leur droit de chazaka comme tout le monde. C'est pas parce que son père était Haris ou son père était Ouman que lui, il a perdu sa légitimité. Il n'y a aucune raison. Il n'a pas le même métier que le père. Alors la Gemara dit, j'ai pas compris, tu as établi un distinguo entre le fils du Gazlan et le fils du Haris et Ouman. Le fils du Gazlan n'a pas de chazaka comme son père n'a pas de chazaka. Mais le fils du Haris et le fils du Ouman, ils peuvent avoir une chazaka. Mais de quoi on parle ici? Quand on a dit le fils du Haris ou le fils du Ouman, est-ce qu'il s'agit d'un bien immobilier ou mobilier qu'ils ont hérité de leur père? Si ils l'ont hérité de leur père et ils disent, c'est quoi leur ta'ana, leur argument? Moi j'ai hérité de mon père et mon père avait dit qu'il a acheté de chez toi. Mon père Haris, il a dit qu'il a acheté ce terrain du propriétaire du terrain. Mon père qui était Ouman, horloger, il m'a laissé cette montre Rolex comme héritage et il m'a dit qu'il a acheté de chez toi la Rolex. Tu lui avais donné d'abord à réparer, après tu lui as vendu. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? Est-ce que c'est une chazaka valide? Pas du tout. Pourquoi elle est invalide? Car c'est une chazaka basée sur un argument non valide. Pourquoi? De la même façon que le père lui-même, s'il prétendait en disant « je l'ai acheté », ça ne marche pas, alors ce même bien que le père n'aurait pas pu détenir, vu que son argument est invalide, pourquoi son fils sera meilleur que le père? Mais la force du fils, c'est la force du père. Et le père n'a aucune force. Puisque un Haris n'a pas de chazaka, un Ouman n'a pas de chazaka. Alors en quoi c'est meilleur lorsque c'est arrivé chez l'héritier? Ce même bien est arrivé chez l'héritier, tu dis oui c'est bon. Haris en lo chazaka, ben Haris yesh lo chazaka. Ouman en lo chazaka, ben Ouman yesh lo chazaka. C'est que le ben Gazlan qui n'a pas de chazaka comme son père. Mais le ben Ouman ou le ben Haris, ils ont une chazaka. Ma pitom. Donc forcément de quoi on parle? On ne parle pas d'un bien qu'ils ont hérité de leur père. On parle d'un bien qu'ils prétendent avoir acheté. Ça veut dire, c'était pas du tout, ça n'existait pas du vivant du père. Ce sont eux, les enfants de Haris ou de Ouman, eux, ils ont eu un conflit par rapport à un terrain. Alors le propriétaire dit, tu me l'as volé, l'autre il dit, je l'ai acheté, et donc qu'est-ce qu'on dit? Ils ont une chazaka. Idelo atu beta anata de avuon, afilu ben gazlan nami. Alors la Gemara dit dans ce cas-là, si leur ta'ana, c'est une ta'ana, moi j'ai acheté, pas j'ai hérité de mon père, moi j'ai acheté, alors pourquoi le fils du Gazlan n'est pas crédible? Lui aussi il a une chazaka. Son père était un voleur notoire. Et lui, c'est un tzaddik notoire. Lui, le fils, il dit au propriétaire, mais tu me l'as vendu, ça fait plus de 3 ans, et je suis là. Ou bien la Rolex, tu me l'as vendu. Son père était voleur. Et alors, en quoi ça te déteint sur le fils? Ben Gazlan, en lo chazaka. Pourquoi le Ben Haris, le Ben Ouman, yesh lo chazaka, et le Ben Gazlan, en lo chazaka? De deux choses l'une. Soit on parle d'un patrimoine héréditaire, soit on parle d'un achat personnel. Dans les deux cas de figure, je ne vois pas la différence entre l'un et l'autre. Si on parle d'un héritage, alors les trois, ils sont disqualifiés. Si le Ben Ouman, le Ben Haris, le Ben Gazlan, ils disent on a hérité du père, eh bien la chazaka ne devrait pas marcher, car elle n'est pas basée sur un argument valable. C'est chazaka, shen la ta'ana.
Et si on ne parle pas d'un héritage, alors si on ne parle pas d'un héritage, c'est une acquisition personnelle, alors pourquoi le Ben Gazlan ne serait pas en toute légitimité propriétaire, acquéreur, comme le Ben Haris, comme le Ben Ouman? Je ne comprends pas. C'est énigmatique ce qu'a dit Rabbi Yohanan. La Gemara répond, La tsericha de kamre edim befanenu hodalo. C'est-à-dire, on parle béhémet d'un héritage. Et qu'est-ce que disent les edim? Nous avons entendu que le propriétaire avait reconnu devant le père comme quoi il a acheté. Qu'est-ce qu'a dit l'ex-propriétaire? Au père du Haris, au père du Ouman. Il a dit, Ouman, c'est vrai que moi je t'avais donné en tant qu'horloger à réparer, mais après tu m'as demandé de l'acheter, je te l'ai vendu. Tu m'as payé la Rolex, je te l'ai vendu. Donc, on a deux témoins qui témoignent que que le propriétaire a reconnu devant le père de ses héritiers, le père Haris, le père Ouman, comme quoi il avait acheté. Alors dans ce cas-là, tout va bien. Si ça c'est pas shoot, qu'est-ce qui n'est pas shoot? C'est l'autre côté. Aval. Le Ben Gazlan, même si il a reconnu. Alors maintenant, si on parle de ce cas, qu'ils prétendent qu'ils ont hérité de leur père, mais il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un cas précis. Deux témoins sont venus raconter que l'ex-propriétaire de ce terrain ou de cette Rolex avait reconnu devant le père qu'il avait bel et bien vendu ce terrain ou cette Rolex. Donc le fils héritier est héritier en toute légitimité. Alors dans ce cas-là, pourquoi on ne dirait pas la même chose pour le Gazlan, Ben Gazlan? Si le père a acheté, et il y a deux témoins qui prétendent que l'ex-propriétaire a reconnu devant le père qui était Gazlan, comme quoi finalement il lui a vendu. Au début il a volé, mais ensuite il lui a vendu. Eh bien dans ce cas-là, pourquoi le fils ne pourrait pas continuer à détenir cet objet en toute légitimité? Alors on dit comme ça, que si c'est un Gazlan, c'est un homme dangereux. Et il a forcé le propriétaire à avouer qu'il lui a vendu. C'est ça la différence. Hanach et Kalemema Kushtaka Amre. Pour le Haris et le Ouman, on peut dire que leur aveu est vrai, est véridique. C'est quand ils reconnaissent qu'ils ont vendu. Cette reconnaissance est à prendre à la lettre. Hay afalgav de ude nami lo meheman. Kede Rav Kahana de Amar Rav Kahana ilav de odele avamamtele ulhamre le shahavav. Pourquoi on fait une différence? On établit un distinguo entre le fils du voleur et le fils de Haris et Ouman, c'est que pour le voleur, on n'accepte pas cette reconnaissance de vente. Pourquoi? Car ce voleur-là est venu avec un revolver et il lui dit, monsieur, ou bien tu avoues devant ces deux témoins, mais je vais cacher, bien sûr, je vais cacher le revolver, mais je pose le revolver et devant deux témoins, tu vas dire que tu me l'as vendu. Alors, une reconnaissance de vente à un voleur n'est pas à prendre à la lettre, n'est pas à prendre au sérieux, car il est fort possible qu'il ait reconnu cette vente malgré lui. Il n'avait pas le choix. Alors, en effet, c'est la raison pour laquelle le Ben Gazlan n'a aucune légitimité, n'a pas de razaka. Mais par contre, le Haris ou Ouman, si les deux témoins témoignent que le propriétaire avait reconnu déjà devant le père qu'il l'avait vendu, eh bien, il n'y a aucun problème.
Juste, ce serait sympa de comprendre l'expression employée par la Gemara. C'est quoi qui... C'est pas moi, j'ai parlé de revolver. La menace n'était pas revolver. La menace, c'était de lui dire, si tu refuses d'avouer devant 2 témoins que tu me l'as vendu, sache que toi, avec tout ce que tu possèdes, tu vas te retrouver en prison parce que moi, j'ai des bonnes relations avec le gouverneur. Je vais aller colporter, je vais aller raconter des choses contre toi, je vais aller leur mentir et eux, ils vont venir, ils vont te mettre en prison, ils vont te spolier tout ce que tu as. Alors, tu as tout intérêt à répondre à mes requêtes. Tu vas avouer devant 2 témoins. Et comment ça se dit en araméen ? Il aurait transmis à lui et son hamor au gouverneur. Amar Rabba Pe'amim shafilu ben beno shel gazlan nami en lo hazaka chidami kegon dekate beta'anata de abba de avua. On avait dit qu'il y a une différence entre le fils du voleur et le petit-fils. Alors parfois, le petit-fils du voleur aussi n'est pas crédible. Dans quel cas ? S'il dit je détiens cela parce que je l'ai reçu de mon père, qui lui-même l'a reçu de son père. Alors même si son père n'est pas voleur, c'est que son grand-père qui est voleur. Mais lui, qu'est-ce qu'il prétend ? Il ne dit pas je l'ai acheté ou mon père l'a acheté. S'il avait dit mon père l'a acheté, ou il avait dit moi je l'ai acheté, tout va bien. Même si le grand-père est voleur. Le problème, c'est qu'il dit que ce terrain, d'où il a reçu comme héritage de son père. Et son père de qui ? De son grand-père. Alors son grand-père étant un voleur notoire, il n'y a pas de chazaka, parce que c'est chazaka shen'im ata'ana, puisque c'est le même bien qui est passé. La Gemara dit Hechidami Gazlan. On avait dit que le voleur, Nachon, il n'a pas de chazaka et son fils non plus. De quel voleur on parle ? Quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui a été une fois voleur, ça y est, il a perdu toute légitimité, il ne peut jamais avoir une chazaka ? Vous comprenez la question d'Agmara ? Echidame Gazlan. Quelqu'un qui est voleur. Ok, pour ce terrain-là, il est voleur, mais quoi ? Ça le disqualifie pour tous les terrains du monde ? Jamais il ne pourra prétendre qu'il a acheté parce qu'une fois il a volé ? Non. Amarabi Yochanan kegon she'uzak al sadezu begazlanuta. On parle uniquement par rapport à un sadé spécifique sur lequel il y a le litige, le conflit. Par rapport à ce sadé, alors le gazlan n'a pas de hazaka. Parce que, qu'est-ce qu'il prétend ? Après qu'il a volé, il lui a vendu. Mais, c'est uniquement par rapport à ça. Mais Rafrizda Amar, Kegon debet ploni, sheorgin nefashot al iske mamon. C'est-à-dire, selon Rafrizda, on peut dire qu'il existe un gazlan qui n'a aucune hazaka sur aucun terrain au monde. Pourquoi ? Parce qu'ils sont connus pour être des brigands armés. Horgin nefashot al iske mamon. Ils sont capables de tuer pour voler. Alors, ceux-là, ils n'ont aucune hazaka sur aucun terrain au monde, aucun bien. Ils n'ont aucune légitimité parce que on sait que tout ce ils sont capables de tuer pour voler, alors ils ont perdu toute légitimité.